Salut à tous, l'invité de cette semaine, notre French Boss de la semaine est une femme, Cécile Moulard. Alors c'est une femme qui a fait du yoga, qui a beaucoup lu, qui a écrit un livre, qui a travaillé avec des grands patrons, pas seulement français ni même européens, des patrons mondiaux. Bref, c'est une femme qui a eu une vie très 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 agitée. Elle a un métier aujourd'hui à la hauteur de ce qu'a été sa carrière. Cécile Moulard, bonjour. Bonjour Eric, merci de me recevoir. Ah bah écoutez, on est ravis que vous soyez avec nous parce que c'est vrai, vous êtes vraiment la définition de la personne qui a quelque chose à raconter, qui est devenue entrepreneur après une longue carrière en tant que salarié et finalement qui a eu une vie professionnelle qui a très très bien marché. On va en parler. Auparavant, vous connaissez, parce que je vous l'ai expliqué auparavant, vous connaissez la routine de cette émission. On commence toujours, et elle est derrière mon dos, par montrer une ville qui est importante dans la vie professionnelle de notre invité. Je vous ai demandé la photo que vous souhaitiez mettre. Vous m'avez parlé de Los Angeles parce qu'effectivement, une grande partie de votre vie professionnelle se déroule aujourd'hui à Los Angeles et apparemment, c'est là que vous aimez travailler. C'est ce que vous m'avez dit en tout cas. Oui, en fait, donc ce que vous voyez comme vue, c'est magnifique. C'est quand vous arrivez vers Santa Monica, vous avez cette vue absolument incroyable avec l'océan derrière, la plage, et c'est une vue pour moi qui compte beaucoup parce que d'abord tous les matins quand je vais au bureau, je passe par là, donc c'est quand même assez extraordinaire. Si on la voit bien, on se rend compte que cette photo, elle a été prise pendant le Covid. Il y a pas de voiture. C'est assez impressionnant à voir. Et pour moi, c'est la liberté de penser, c'est le mouvement. Il y a quelque chose dans cette vue. Ce ne sont que des possibilités. Je ne sais pas comment mieux le dire que ça. Et la raison pour laquelle on a lancé notre entreprise depuis Los Angeles, c'est qu'on a eu ce sentiment que là-bas, on avait le droit de dire et de penser les choses de manière un peu différente. On nous donne le bénéfice du doute. On a le droit de faire des choses un peu folles. Et voilà, pour moi, c'est très important cette vue-là et cet esprit-là, cette énergie-là. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit sur cette photo que vous avez choisie, encore une fois, Cécile, c'est avant tout la plage. Est-ce que ça veut dire que le cadre physique, si je puis dire, le cadre extérieur est important dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous avez du mal à travailler, par exemple, dans un ensemble de béton, dans des tours? Est-ce que la plage, la mer, c'est quelque chose d'indispensable pour que Cécile soit heureuse professionnellement? Je me rends compte que je suis quand même très, très adaptable. La plage, j'adore. Je me sens très chanceuse d'avoir cette vue-là tous les matins. De chez moi, j'ai une vue qui est toujours aussi, qui est absolument somptueuse. Mais j'étais très, très bien à Paris. Et je me rends compte que l'environnement dans lequel je suis m'amène à penser des choses différentes autrement. Donc, pour moi, tout est d'un matériel qui peut me permettre de… Voilà, je pense différemment quand je suis dans ce cadre-là, mais si je suis à Paris dans mon WeWork, eh bien, ça m'amène d'autres choses. Et donc, je suis très, très, en effet, connectée à mon environnement. Je suis sensible à ce qui se passe autour de moi, mais pour moi, ça me donne juste des opportunités d'aller chercher de l'information de manière différente, et j'en fais autre chose avec mon cerveau, fonctionne différemment. C'est ça que je trouve très, très marrant. Alors Cécile, vous m'avez fourni la transition en parlant de Paris, en parlant d'autres endroits où vous auriez été à même de travailler. Le moment est venu peut-être de raconter, je l'ai dit de manière assez succincte, assez sommaire au début de cette émission, racontez-nous un petit peu votre carrière et qui va arriver jusqu'au jour où vous avez choisi de devenir entrepreneuse, je ne sais pas bien comment on dit. Racontez-moi un petit peu votre carrière. D'abord, je suis très vieille, donc j'ai une longue carrière derrière moi. Mais et faite, alors, mais de chance et d'opportunité, c'est scandaleux d'une certaine manière. Mais pas de talent du tout. Pas de talent du tout. Non, mais c'est vrai, je jure, une chance phénoménale. J'ai eu la chance de rentrer à Sciences Po à Paris, ce qui était inespéré, on va dire, tout à fait inespéré. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, en même temps, c'est pour ça que je dis que je suis très vieille, les radios libres ont commencé en France. Et j'ai eu la chance
de rentrer dans l'équipe qui a créé la première radio d'information en France et qui est devenue France Info par la suite. Donc ça a déjà commencé comme ça. Ensuite, je suis partie aux États-Unis pistonnée pour avoir un stage dans une banque. Je devais rester 3 mois, j'y suis restée 1 an et demi. Ensuite, je rentre en France et là, avait commencé quelques années auparavant une société qui s'appelle Cara, qui est devenue, qui a été rachetée par Dentsu depuis, qui était une société magnifique. Et là, je décide tous les jours à midi d'appeler le patron de la recherche chez Cara. Et donc, j'appelle le lundi à midi en disant je voudrais vous rencontrer. Je laisse un message à l'assistante qui évidemment ne me rappelle pas. J'appelle le mardi à midi, le mercredi à midi, le jeudi à midi, le vendredi à midi. Et là, René Salle, qui était le patron de Cara Research, prend le téléphone et me dit « Mais qui êtes-vous » Je lui dis « Moi, je veux juste vous rencontrer. » Donc, je trouvais que c'était marrant de vous appeler tous les jours à midi. Et puis, je suis devenue, il m'a recruté. J'ai fait un bout de chemin extraordinaire chez Cara. Là encore, chance incroyable, puisque c'est la première vraiment expérience d'entrepreneuriat, ce qu'on appelle plutôt de l'intrapreneuriat, que je peux avoir. Je suis très jeune à l'époque et je crée en fait Cara Multimédia, qui est devenue Cara Interactive et qui a été la première filiale de Cara dans le monde de l'Internet. Je développe cette filiale dans 12 pays, ce qui est vraiment encore incroyable parce que on laissait à cette époque, j'avais 27, 28 ans et personne ne savait ce que c'était. Donc, on m'a laissé faire parce que personne ne comprenait, en fait. Et donc, j'ai fait ça. Ensuite, je fais une conférence un jour et il y a Jean-Marie Messier qui est là et qui vient me chercher à la fin et qui me dit j'ai envie de travailler avec vous. Est-ce que vous voulez nous rejoindre chez Vivendi à l'époque? Et donc, je trouvais que c'était plutôt assez marrant. Ça faisait 9 ans quasiment que j'étais chez Cara. Et j'avais une énorme crise d'ego parce que je savais plus si j'étais Cara ou si j'étais Cécile. Enfin bon, bref. Donc, je pars chez Vivendi à travailler avec Jean-Marie Messier. Et là, c'était marrant. Enfin, c'était très, très différent de ce que je faisais avant puisque j'avais monté ma boîte qui avait un succès fou, qui est de loin été la meilleure filiale en termes d'interactif. On était les premiers sur le marché en France. Enfin bon, bref, c'était très, très, très sympa. Surtout, je travaillais avec une équipe de gens absolument phénoménaux. Et donc, je me retrouve chez Vivendi à écrire en gros les discours de Messier pour les trucs à Cannes, à prendre son avion privé avec lui. C'était très bizarre. Enfin, ça ressemblait à rien de ce que je connaissais avant. J'ai trouvé que ça m'a beaucoup amusé en fait. Et au bout d'1 an, il y a les gens de Amazon qui arrivaient en France et qui cherchaient l'équipe qui allait lancer Amazon en France. Et donc, j'ai eu la chance d'être recrutée pour faire partie de cette équipe. Et là, j'avoue, encore une fois, je sais pas, un jour, le téléphone a sonné, je suis allée faire un entretien et le lendemain, je commençais, en gros. Ouais. Donc là encore beaucoup de chance et puis surtout un pivot dans ma manière de penser complètement parce que c'était génial. Quand je suis arrivée chez Amazon, je pensais qu'après 10 ans de médias, de connexion à l'univers de la publicité, je saurais ce que c'est qu'un client. Et donc je pensais que personne n'avait à m'apprendre ce que c'était qu'un client. Et donc, j'arrive chez Amazon avec mes grands pieds, là, et je me suis pris quelques coups de pied aux fesses de la part de Jeff Bezos. Je peux vous assurer que je les ai pas vus venir, mais ça a été un moment pivot pour moi que je considère aujourd'hui comme ma meilleure chance, parce que j'ai enfin compris ce que ça voulait dire que de penser client. Et ça, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose, je crois, on apprend. Et j'ai eu le maître absolu en la matière avec Bezos. Et ensuite, je suis allée faire un truc très amusant puisque j'ai rejoint l'équipe de Marc Simoncini chez Mythique. Ça, c'était vraiment fou. Et puis, je quitte
je quitte Mythique. Et puis, quelques temps après, je rencontre un garçon, bien sous tout rapport, qui se trouve habiter entre les États-Unis et la France, ce qui me paraît de la pure folie à l'époque. Et un jour, je décide de partir aux États-Unis, de tenter ma chance là-bas, d'aller rejoindre ce garçon qui est devenu mon mari depuis, aux États-Unis. Et là, je fais encore autre chose de nouveau et de différent. D'abord, j'ai la chance de rentrer dans des boards en France. Je fais partie grâce au quota. Ils avaient besoin de plus de blondes. Je rentre dans des boards et c'était une partie de ma vie, et c'est toujours une partie de ma vie, mais le début des boards, ça a été passionnant. J'ai beaucoup à partager et à raconter là-dessus parce que être la seule femme dans un board pendant plusieurs années, dans tous les boards dans lesquels je suis rentrée, j'étais la seule femme au début et on a mis du temps à avoir d'autres femmes et j'ai vécu des choses tout à fait passionnantes. Donc bref, j'étais dans ces boards et j'arrive aux États-Unis et là je commence à travailler, à me repenser, à savoir comment je voulais passer le reste de ma vie entre guillemets. Donc je rentre à UCLA, je fais un diplôme de finance et en même temps je rencontre un type incroyable qui s'appelle Itzhak Adizes, qui est un consultant qui se fait payer $65,000 par jour. Donc moi ça m'impressionne beaucoup. Et qui a une méthodologie phénoménale pour penser le changement dans l'entreprise et qui est basée sur un élément, quelque chose qui paraît très simple, qui est le Mutual Trust and Respect, le MTR. Et donc ça commence à me faire réfléchir et je pense à ce que je veux faire aux États-Unis. Et je me rends compte que à la conjonction de toutes ces expériences que j'ai pu avoir, il y avait une place pour moi à prendre, quelque chose à faire, qui était basé sur Mutual Trust and Respect, parce que j'ai compris le pouvoir que ça représentait d'essayer de développer, de cultiver ce Mutual Trust and Respect, mais je voulais le faire d'une manière qu'on puisse le scaler, qu'on puisse le rendre disponible pour le plus grand nombre de personnes et de manière simple. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à créer l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Voilà, dont on va parler dans quelques minutes. Auparavant, je vais rebondir quand même sur quelque chose dont vous venez de parler. Vous m'avez parlé du fait que vous êtes rentré dans des boards, dans des conseils d'administration, par le biais des quotas, parce qu'il fallait des femmes. Vous avez dit des blondes d'ailleurs, il fallait des femmes, et vous êtes rentré par ce biais. Ok, mais ça vous a sensibilisé, parce qu'aujourd'hui, quand on lit un petit peu des histoires qui vous concernent, quand on se documente un petit peu pour vous, on voit que vous êtes très très derrière la cause féminine aujourd'hui. Est-ce que à cette époque-là déjà, ou est-ce que ça a contribué à faire de vous aujourd'hui une fanade de la cause féminine? Moi, c'est une très bonne question parce que, en fait, jusqu'à ce que je rentre dans les boards, j'entendais dire que c'était compliqué pour les femmes, mais moi, je l'avais jamais vécu directement. J'ai pas eu le sentiment à aucun moment d'avoir été ni maltraitée ou mis de côté ou ça m'avait jamais effleuré l'esprit que d'être une femme, c'était un problème. Je l'entendais et je voyais des amis qui étaient confrontés à ces problèmes-là, mais moi, je ne l'avais jamais vécu. Jusqu'au jour, en effet, où je suis rentrée dans un board. Et ça a été pour moi un espèce de moment cathartique, mais ça a été... ça m'a rendu d'une infinie tristesse, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, mais mince, c'est vrai cette affaire. Ce truc-là, c'est pas normal. Et donc, pour la première fois de ma vie, parce que j'avais l'habitude d'être dans des endroits où quand je disais quelque chose, les gens avaient plutôt tendance à m'écouter, je me suis retrouvée dans les boards où je parlais et j'avais autour de moi des gens qui avaient en général plutôt 20-25 ans de plus que moi, qui étaient plutôt du sexe opposé et qui étaient d'ailleurs à cette époque tous du sexe opposé et qui faisaient
comme si je n'étais pas là. Littéralement comme si je n'étais pas là. Et ça m'a vraiment mis en colère. Alors, c'est intéressant parce qu'un board, c'est pas quelque chose de continu. C'est-à-dire qu'on vient dans une société, on voit le management à peu près 5 fois par an pendant quelques heures. Donc, le temps de comprendre qu'il y a un truc qui est vraiment pas normal qui se passe, ça peut prendre un petit moment. Donc, moi, au bout du 3e, 4e board, je vais voir le président et je lui dis, écoutez, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de moi ici. Je pense que le mieux, c'est que je m'en aille. Et donc, comme ils avaient eu beaucoup de difficultés à trouver des gens qui leur semblaient intéressants, des femmes qui leur semblaient intéressantes pour rejoindre ce board, le président m'a dit, écoute, donne-moi, s'il te plaît, donne-moi encore 6 mois et je te promets, on va avoir des femmes dans ce board. Et à partir du moment où nous avons été 3 dans le board, 3, pas 2, 3, tout a changé. Je voudrais juste, je viens d'écouter ce que vous m'avez dit et je me pose cette question, je vais vous la poser. Vous avez mauvais caractère, non? Non, j'ai pas mauvais caractère. Non, parce que ce que vous me racontez me laissait penser que vous n'aviez pas un caractère facile. Non, bon, je peux pas mauvais caractère. Je ne crois pas. Alors, en même temps, c'est bizarre de me poser cette question. Il vaut mieux la poser aux gens qui travaillent avec moi. Mais, mais non, je ne crois pas avoir mauvais caractère. Mais en revanche, quand je sens qu'il y a quelque chose qui est injuste, ça me rend nerveuse. Et quand je suis comme ça, je suis assez cassante. Et c'est l'injustice qui me rend cassante. Bon, on va essayer de pas faire en sorte que vous deveniez cassante dans cette interview. Il reste 10 minutes à tenir. On va réussir à ne pas vous rendre cassante. En 2017, Cécile, vous créez MixR. Alors, j'ai pris des notes, mais il va falloir que vous expliquiez ce que ça veut dire. L'idée de départ de MixR, elle rejoint un petit peu ce que vous menez pour les femmes aussi. L'idée, c'est une entreprise de service, MixR. L'idée, c'est de dire que la communauté, en se regroupant entre elles, peut créer un service, peut offrir un service. Dit comme ça, personne ne va rien y comprendre, mais je suis sûr qu'expliqué par vous, on va mieux comprendre. Non, en fait, MixR, c'est donner la capacité aux employés au sein des entreprises à créer des communautés autour de centres d'intérêt et à les développer. En fait, on s'est basé sur quelque chose qui existe depuis très longtemps aux États-Unis, qui s'appelle des ERGs, Employee Run Groups. Et ces ERGs se sont développés dans un contexte très particulier, qui était le fait que les entreprises cherchaient à attirer davantage de femmes et davantage de gens de couleur. Et donc, ces ERG se sont développés autour de ces idées-là, parce que quand il y a 5 bonnes femmes dans une grande entreprise, elles ont besoin de se connecter et de s'entraider. Et donc, en fait, ça a commencé avec ces idées-là. Puis ça s'est considérablement développé. Les Américains adorent tout ce qui est social clubs, etc. Quand ils sont dans leurs universités, ils ont des milliards de social clubs. Et donc, c'est cette idée de dire, finalement, dans l'entreprise, on est dans des entreprises de plus en plus grandes, on est de plus en plus souvent derrière notre petit écran, ou même quand on est au sein dans un bureau encore, et qu'on a des gens à côté de soi, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils aiment, on sait très très peu de choses des gens avec qui on travaille. Et donc, l'idée était de dire, on a besoin en fait d'avoir des gens dans l'entreprise avec qui on se sent proche, des gens à qui on peut parler. Et donc c'est cette idée de revenir au trust. Je parlais tout à l'heure du mutual trust and respect. Donc l'idée de dire on crée des communautés autour de centres d'intérêt et ce centre d'intérêt, ça devient la raison ou l'excuse pour fabriquer de la confiance et la faire grandir. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes avec le Covid et aux États-Unis, le social unrest, ça devient un sujet majeur, ce qu'on est en train de faire. Parce que les entreprises ont vraiment besoin de trouver des moyens nouveaux pour que
leurs équipes en fait, ne soient pas pris uniquement dans des outils de productivité du type Slack, Teams, etc., où en fait, les équipes, c'est quelque chose qui est décidé par le leadership, hein, et une équipe, elle est autour d'un projet. Et ce projet, l'équipe qu'on va mettre autour d'un projet, elle est très dédiée, chacun a son rôle à jouer. Alors que les communautés, elles viennent apporter quelque chose de complètement différent. Elles viennent apporter un lien entre les gens qui est celui du centre d'intérêt partagé et qui permet en fait de rentrer en conversation de manière complètement différente et de fabriquer un lien entre les employés de l'entreprise complètement différent. Ça donne aussi la capacité d'identifier des leaders nouveaux dans l'entreprise. Cécile, je vous interromps. Est-ce que le mot va être impropre, mais est-ce que cette idée, au départ, c'est pas une idée un peu iconoclaste que dans un monde où finalement l'individualisme est de plus en plus présent et les écrans d'ordinateur ont renforcé cette solitude, est-ce que cette idée, elle est pas véritablement révolutionnaire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui en 2021? Oui, je pense qu'elle est, en tout cas, je sais pas si elle est révolutionnaire, mais pour moi, elle ramène de l'humanité et on en a tellement besoin. Alors, avec ce qui se passe aux États-Unis, on est très, très poussé, hein, bien sûr, parce que toutes les entreprises sont interrogées sur ce qu'elles font pour leurs employés, à la fois pour que la diversity and inclusion devienne une réalité dans les entreprises et aussi aujourd'hui, on est confronté à un très très gros problème de mental health, de gens qui font des burn-out, ça devient un sujet absolument majeur aux États-Unis, et donc on a vraiment besoin de ramener de l'humanité. Et nous, on a choisi de le faire à travers une technologie qui n'est là que pour supporter. Elle ne remplace rien, la techno. Elle permet de faire en sorte que des gens qui ont des intérêts communs puissent se rencontrer et développer quelque chose ensemble, qui soit meaningful. Donc, on les aide avec Mixer à développer ces communautés d'une manière qui ait du sens pour eux. Donc, voilà, oui, c'est ramener de l'humanité dans l'entreprise. Et ça, on en a vachement besoin. Et est-ce que ramener de l'humanité dans une entreprise aujourd'hui, ça permet à l'entrepreneuse que vous êtes de gagner beaucoup d'argent, de bien en vivre? Oui, on va en gagner beaucoup. On est une plateforme SaaS, donc évidemment, plus on a d'utilisateurs, plus nos revenus augmentent sans que nécessairement notre technologie, enfin qu'on ait besoin d'agrandir nos équipes. Donc oui, on va faire beaucoup d'argent avec ça. Et pour nous, alors ça c'est un autre sujet qui est très important pour moi et qui est un peu iconoclaste, c'est qu'on doit pouvoir faire quelque chose de bien, technology for good. On doit pouvoir le faire en gagnant de l'argent. Et pourquoi c'est très important? Parce que gagner de l'argent, ça veut dire que cette technologie va pouvoir continuer à se développer et continuer à servir nos clients. Et donc, pour moi, c'est essentiel d'avoir un revenu modèle qui fonctionne, qui est clair pour tout le monde, qui est basé sur la protection des données personnelles, ce qui est essentiel dans le monde des centres d'intérêt, puisque je peux prendre un exemple peut-être pour illustrer ce que ça veut dire. Aux États-Unis, on a des communautés de gens qui sont LGBTQ. Aux US, ça pose aucun problème. C'est quelque chose qui est vécu de manière très ouverte. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand on a des groupes de gens qui sont dans des communautés LGBTQ en Europe, ils veulent être complètement privés. Et pour nous, cette donnée-là, elle n'appartient que aux utilisateurs de cette donnée, à personne d'autre, pas même à l'entreprise. Et donc, on a un regard très, très, j'allais dire, poussé sur la protection des données privées. Et donc, pour ça, en face de ça, eh bien, on fait payer
ceux qui nous utilisent, les universités, les entreprises, les réseaux, au nombre de gens qui sont sur notre plateforme. L'autre jour, quand on préparait cette émission, Cécile, on est déjà à 29 minutes d'entretien, ça passe vite. Quand on préparait cette émission l'autre jour, vous avez évoqué les qualificatifs utilisés par un essayiste britannique qui s'appelait David Goodhart et qui parlait des anywhere et des somewhere. Vous êtes plus anywhere ou somewhere? Alors, on rappelle qu'un anywhere, eh bien, c'est quelqu'un qui est globalement progressiste, qui est quelqu'un qui est mobile. Et un somewhere, eh bien, c'est quelqu'un qui s'adapte à l'environnement qui est autour de lui. C'est marrant parce que dans votre discours, j'ai l'impression que vous êtes un peu des deux par moment. Oui, j'osais pas le dire, mais je me sens vraiment au milieu. C'est-à-dire que je suis, quand j'arrive quelque part, je suis somewhere, mais je peux être assez différente. Si vous me voyez en Californie ou si vous me voyez à Paris, vous verrez que je suis pas nécessairement habillée de la même manière. Je m'adapte en fait à mon environnement. Ça, c'est somewhere plutôt. Mais sans me transformer, en fait, c'est ça que pour moi c'est important. C'est juste des parties de moi qui sont différentes. Et encore, si vous me voyez dans mes tenues de yoga avec mon turban blanc, j'aime autant vous dire que ça c'est vraiment quelqu'un d'autre encore. C'est vraiment quelqu'un d'autre. Voilà, je pense pas qu'on aura l'occasion de vous montrer effectivement Cécile Moulard en tenue de yoga, mais en tout cas, au travers de son discours, on a pu noter effectivement la richesse de la personnalité de cette femme, qui est à la fois somewhere et anywhere, qui est à la fois sensible à la cause féminine, mais qui a été l'assistante très proche de grands patrons d'industrie pour lesquels la présence féminine n'était pas forcément un mot d'ordre, n'était pas forcément la chose la plus importante. Cécile Moulard, merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Vous faites comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron fait tout le temps ça quand il croise les gens là, depuis qu'il y a je sais ce que je vais faire après alors. Merci en tout cas Cécile d'avoir été avec nous. C'était intéressant, c'était un plaisir. Et c'était une de ces seules émissions French Boss où on n'a pas cité un chiffre. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a deux choses qui comptent. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension pécuniaire, la dimension financière, la dimension de la réussite. Et puis, il y a la dimension de l'humain. Et je pense qu'avec vous, on était plus dans l'humain aujourd'hui. Je ne pense pas me tromper en disant ça, Cécile. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment.